Tout ce que l'on fait ici, je le change au studio. Monsieur Hdi a terminé. Oui, moi j'ai déjà commencé par la première partie de la conception. Il me reste celle-là et celle de la gouvernance. Donc, le troisième modèle, c'est le modèle théorique des stades de changement. Donc, il y a la pré-contemplation. Contemplation, ça veut dire, on est au début, on a l'intention de changer notre comportement, on est prêt à changer notre comportement, on se prépare à l'action, c'est comme le cas de l'action d'agir, on se prépare à l'action, allez-y, on se prépare à l'action, ensuite, on se prépare à l'action, on est dans la réévaluation personnelle. Est-ce qu'on va opter par une attitude, par exemple, ou bien un comportement, oui ou non. Ensuite, si on passe, on est dans ce qu'on appelle l'engagement. Lorsqu'on est engagé dans le changement de comportement, c'est un exemple soit pour un fumeur ou pour n'importe qui. Donc, je prends donc le temps, je suis dans la conscientisation, donc je suis conscient du problème, je suis dans la contemplation, je passe dans le deuxième stade qui est la préparation à l'action. Lorsque je prépare l'action, je fais la réévaluation personnelle. Est-ce que je suis apte je suis prêt à adopter, si vous voulez, une attitude? Oui, je rentre dans moi, je m'engage. Donc, il y a un engagement du fumeur, puis il maintient cet engagement, il est dans ce qu'on appelle le maintien, alors il y a un changement de comportement directement. Alors, toute cette théorie, ces deux auteurs américains, si vous voulez chercher, c'est Di Clementi et Podgorska. Ces deux auteurs qui ont essayé de faire, si vous voulez, c'était les 4 théories. Pour la dernière théorie, celle du modèle en spirale des stades du changement de comportement, on passe directement la précontemplation, puis la préparation et le maintien, parce qu'il y a 3 stades. 3 stades pour eux, il y a 3 stades, seulement 3 stades. Et les spirales, donc on prend le premier stade, le deuxième stade, le troisième stade, c'est le maintien, il y a un changement de comportement. Je sais que vous n'allez pas comprendre parce qu'il n'y a pas de projection, mais en général, c'est ça, si vous voulez, les 3 stades que on essaie de travailler avec. Alors, Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous parlez ici des théories ou bien des stades? Des modèles de théorie de changement de comportement. Les modèles. Donc, parce que vous avez dit la théorie de l'action raisonnée, après c'est la théorie du comportement planifié. Et la théorie du spirale du changement. Non, théorique, ensuite spirale. Il y a 4 théories. La 4 théories. L'action raisonnée, c'est la première. Celle qui ne prend pas le changement de comportement, mais elle prend en action l'intention d'agir. La deuxième, celle qu'elle se prépare pour le changement. Comportement planifié. C'est un comportement planifié, mais elle prend comme première étape l'intention d'agir. La troisième, celle que je vous ai dit, le modèle trans-théorique des stades de changement, là où je vous ai dit qu'il y a contemplation, préparation à l'action et maintien. Toujours. 3 stades. Et je vous dis, le premier stade de contemplation, on a ce qu'on appelle la conscientisation. Donc, je suis conscient que tel fléau, que la cigarette est un danger. Donc, je suis conscient. Alors, je me prépare, je fais une réévaluation personnelle. Est-ce que je suis prêt ou je ne suis pas prêt? Si je suis prêt, je fais un saut et je vais m'engager. Si je m'engage,
à changer mon comportement, j'en suis dans le stade du maintien. Ça y est, c'est maintenu, je ne le fais plus. La troisième, c'est la même que le modèle transthéorique, seulement elle est en format spirale. Elle est en format spirale. C'est les trois étapes. Seulement, ils ont schématisé les trois stades en format spirale. On va prendre l'exemple de la communication pour le changement de comportement. Déjà, la communication pour le changement de comportement inclut trois termes qui sont le premier, la communication, le changement et le comportement. Trois éléments. La communication, changement et comportement. La communication, la dernière fois, j'ai expliqué et j'ai essayé de définir ce concept. Donc, mais en général, on va revenir. C'est quoi la communication? C'est quoi la communication? Donc c'est l'échange entre émetteur et récepteur. C'est quoi encore? C'est un dialogue, c'est un canal, émetteur-récepteur. Donc c'est ça que, si vous voulez, la communication. Il y a un échange. Le comportement, c'est quoi? L'attitude. C'est une attitude d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est ça le comportement. Le changement, comme je dis, c'est un processus de modification, de changement, de comportement. Donc c'est l'amélioration d'un état qui est initial, un état final. Je dis, il faut se projeter. Je suis là, je me projette à l'état final. Pas final, parce qu'il peut être changé encore une autre fois. On appelle final, parce qu'en général, si j'analyse en court terme, je fais que du changement de comportement. Si j'analyse en long terme, Changement social. Je suis dans le changement social. Donc, en général, il faut se projeter toujours. Nous, on veut toujours aller vers l'objectif final. Mais avec les moyens, on essaie de voir où on est arrivé. Pour redresser, réévaluer, s'il y a des marges d'erreur, il faut essayer de rectifier. Alors, en général, il n'y a pas cette étude d'évaluation pour voir si le projet est correctement. Donc, pour définir le changement de comportement, c'est l'ensemble des interactions participatives entre individus c'est aussi l'ensemble des actions, de comportement, il y a des actions de communication, c'est aussi l'ensemble des actions de communication dirigées vers ce groupe d'individus en vue d'opter un changement volontaire. En vue d'opter un changement, d'opérer, si vous voulez, d'opérer un changement volontaire. Alors maintenant, les exemples sont pour le changement de comportement, la communication pour le changement de comportement au Maroc. Vous aurez les détails, donc je vais vous donner, je vais essayer parce que je n'ai pas assez de temps, je vais essayer d'aller plus vite. Donc les exemples, les cas pratiques, il y a pas mal de cas pratiques pour la communication, pour le changement de comportement. Est-ce que vous pouvez me donner un cas pratique? SIDA-action. SIDA-action vers quel moyen de changement? La lutte contre le sida. Les moyens de lutte contre le sida, les préventions. Oui. Il y a aussi les accidents de la route, le fait de... C'est le meilleur exemple.
ceux du Comité national de prévention contre les accidents de la route. C'est le meilleur exemple. Donc il y a un ensemble donc, de spots publicitaires ou bien des affiches, surtout celle des casques ou bien la ceinture. On a un ensemble où il y a toujours un changement de comportement. Lorsque on voit, si vous voulez, des spots qui sont choquants. Et on ne les passe plus, je ne sais pas. Hein? Ça fait presque. On ne les passe plus 6 mois, 7 mois. Un spot qui passe choquant, des spots choquants. On va voir pourquoi on utilise, si vous voulez, ces spots qui font, si vous voulez, agir sur la conscience. Ils agissent sur la conscience. On les a arrêtés. Au début, c'est le Maroc était précurseur. Même en Europe, on ne faisait pas ça. Mais maintenant, les Européens, ils font ce type de publicité. Oui. Dernièrement, il y a un spot pour lutter contre les accidents émotionnels, les chocs émotionnels. Des enfants qui parlent de leurs vacances. Chacun des enfants parle de ses vacances et un seul enfant Sur 2 années. Et il dit qu'il a perdu ses parents lors d'un accident. Il est resté tout seul. Je l'ai vu. Dans Zikla, c'est ça? Oui. Ouais, je l'ai vu. Lors de la rentrée scolaire. Donc, c'est des spots qui agissent directement sur la conscientisation. Vous voulez changer, donc vous devez opérer un changement. Changement, donc il ne faut pas aller très vite. Donc vous devez respecter le code de la route. Vous devez mettre le casque. Parce que lorsqu'on voit le monsieur sur l'affiche, est-ce que vous voyez l'affiche où il y a la moto et la pastèque? Donc c'est même pour ceux qui n'ont pas de conscience, c'est ceux qui ne vont pas faire ils vont pas réagir. Sinon, les autres personnes, ils vont dire, ah, je suis devant le danger, il faut que je mets mon casque. Vous êtes d'accord? Donc, on agit sur le comportement. Vous rappelez la ceinture? Vous ne mettez pas la ceinture auparavant. Et même pas une dizaine d'années, on ne mettait pas la ceinture. On a essayé avant, parce qu'il y a les méthodes persuasives et les méthodes dissuasives. Donc, est-ce qu'on va mettre les punitions? C'est-à-dire, je mets une amende, ou bien je fais la conscientisation. Il vaut mieux au début faire la conscientisation. Il ne faut pas mettre un bébé à la première place. Il faut le mettre derrière. Il ne faut pas mettre, si vous voulez, il ne faut pas rouler en moto sans casque. Donc après, il vient tout ce qui est il faut institutionnaliser, il faut mettre des règles, il faut mettre des PV. La répression, là, il faut mettre la répression. Et là, donc, c'est comme ça, il faut faire un changement. Pour faire un changement, il ne faut pas aller très vite. Il ne faut pas aller directement à la sanction. Faire la sanction, ça veut dire, il faut prévenir. Donc, ça c'est un cas, les 2 cas que vous avez dit, le cas de prévention contre les accidents. Il y a un autre cas qui est vraiment un cas d'éco, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on utilise plus la pédagogie, un sport publicitaire, mais ici c'est la campagne de sensibilisation environnementale. Est-ce que vous le connaissez? Oui, bondé. Avec la chanson, avec. On essaye. Donc, on essaye de mettre, si vous voulez, ce spot à la portée de tout le monde. Du plus petit, donc, vers le plus grand. Parce que le père, la mère, la fille et le garçon. Donc, on essaye même pour les jeunes de cultiver leur culture à protéger l'environnement. Et chaque fois, vous avez une scène.
Ça, c'est un cas qui est pratique. La famille est bon type. Donc, les cas, c'était des... C'est comme aussi la croissance démographique au Maroc pendant les années 80. C'est la planification. Mais monsieur, avec cette publicité-là, je pense que ça a pris beaucoup d'années pour avoir le courage de la passer à la télé, tout ça. Oui, je ne sais pas moi. Dès que la pilule qui c'est quelque chose C'est avec un qui change. référentiel religieux. Donc, surtout, il y avait un débat. Oui, Il y avait un débat entre les religieux et, Voilà. et les gens qui veulent apporter le changement. Donc, est-ce que il faut... C'est halal ou bien c'est haram. Donc, revenons à notre exemple. La famille Bondy, donc on a essayé de faire un exemple qui est pédagogique. Pédagogique, parce que on donne la leçon à tout le monde. C'est quelque chose qui touche de l'école vers, si vous voulez, toute la société, elle est touchée. Donc, ici, la société en général. Alors, sur le changement de comportement, il n'y a pas de problème dans ce problème. Alors, revenons au marketing social. Alors, pour le marketing social, alors, vous connaissez le père, ou bien le fondateur du marketing, c'est M. Kotler. Je ne vais pas rentrer en détail parce que Kotler, au début, il a utilisé le marketing pour les produits marchands. Donc, c'était pour un but. Vendre ce que la société produit. Mais après, il a utilisé ce concept de marketing pour des produits non marchands. Donc, il a essayé d'amener un plus pour la société. Parce que le gain, c'est la société. Donc, c'est quoi le marketing social? Je donne la définition. C'est une technique de gestion du changement. Technique c'est une technique de changement global comprenant le design, la mise en œuvre, le contrôle de programme visant à accroître l'accessibilité d'une idée ou d'une action de plusieurs groupes cibles. Donc c'est un effort organisé. Et mené par un groupe qui a l'intention de convaincre d'autres groupes ou même la société entière d'accepter, modifier ou abandonner certaines idées, pratiques ou comportements. Donc, on va lancer un produit qui va agir sur une population, bien un groupe de population. Pourquoi? Pour modifier, si vous voulez, un comportement qu'on a vu qui est nuisible à la société. Prenons l'exemple au début, en France, après la première guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on voulait éradiquer un comportement. C'était quoi?
on crachait par terre, on crachait dans les bus. Ils ont interdit de cracher dans les bus, dans les métros. Après, ils ont sorti une loi. C'est interdit, amende, combien de francs. Bon. On a, pour modifier, abandonner, si vous voulez, une idée qui est nuisible, on a essayé de mettre, si vous voulez, un ensemble. Hein? Progressivement. Oui, progressivement. Il ne faut pas aller directement. Le marketing, la même chose. On essaye, on doit définir qu'est-ce qu'on veut. On se projette. Vous avez dit, c'est pas final, mais une projection. Donc je veux venir, si vous voulez, à tel état. Donc je dois soutenir le comportement. Je dois essayer de changer de telle manière à avoir un comportement désiré. Soit par les médias, soit par n'importe quelle chose. On va prendre maintenant un cas pratique pour le marketing social où il y a pas mal de cas. Le cas, vous avez dit avant, sur le SIDA, SIDAction, on a essayé plutôt d'utiliser le marketing social que le changement de comportement. Avec quel outil on a essayé d'utiliser le marketing social? Avec les préservatifs. Donc on a essayé de faire autour de ce produit, qui est un produit marchand, comme moyen pour ne plus, si vous voulez, propager l'épidémie de VIH-Sida. Je suis pareillement pour la planification familiale. C'est la même chose pour Kintley et pour les préservatifs, donc Protec. La même chose pour Kintley et pour le préservatif Protec. Donc, ces deux produits, on a essayé avec ces produits. Comment on va essayer avec un produit marchand qui coûte de l'argent, de le mettre dans le marché, mais avec si vous voulez, avec un prix qui est raisonnable. Parce qu'on voulait toucher un grand... C'est gratuit, même au centre de santé. Ça se vend pas, c'est gratuit. C'est gratuit dans le centre de santé. Il y a des distributeurs aussi partout. Je parle de Rabat. Rabat, dans les grandes villes, il y a des distributeurs à côté des pharmacies. À côté des pharmacies, exactement. À côté des pharmacies, c'est pas gratuit. Hein? Donc, mais un pharmacie, prix, pas je gratuit. pense, qui est minime. Je n'ai pas eu une idée c'est à combien, mais un prix qui est raisonnable. Un prix raisonnable. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsqu'on fait ce qu'on appelle le marketing social, on cherche un produit social. On cherche un produit social. Ça veut dire, si un produit qui coûte 20 dirhams, on essaie de le rendre à 12 dirhams. À 12 dirhams. Alors les économistes, ils savent comment on va faire. Il y a qu'un seul. C'est l'économie d'échelle. C'est l'économie d'échelle. Vous allez vendre votre produit à 20 dirhams pour 20 personnes, vous allez le vendre à 12 dirhams avec des millions de personnes. C'est une économie d'échelle. La discrimination des marchés. Ce qu'on appelle la discrimination de marché aussi. Le produit sur certains marchés, ça compense. En quelque sorte, voilà, il y a une compensation entre les marchés. Par exemple, on peut le vendre à 25 dirhams sur certains marchés. Celui qui va acheter en 30 dirhams, il va... Voilà, il va compenser celui Peut-être. Donc, ici, comme je vous ai dit, le produit, il est social. Ce qu'on veut, éradiquer un fléau, une maladie, ou autre chose qui nuit, si vous voulez, à notre croissance économique. Un autre cas qui est très, très intéressant, c'est le cas du projet Global Alliance for Improved Nutrition, où vous trouvez dans tous les, surtout, soit dans des produits des huileries ou bien des farines, un logo qui s'appelle Siha wa Salama.
C'est un logo. Oui. Ça rentre dans ce projet-là. Oui. C'est le projet GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. Pourquoi Global depuis les années 2000, on a constaté qu'il y a pas mal de maladies. Soit c'est des carences, soit chez la femme, chez l'enfant, ou un ensemble, si vous voulez, des populations. Des carences en quoi? En fer, en vitamine D. Surtout vitamine D, c'est un pays qui a plus de soleil, on a un problème de vitamine D. Et quelques micronutritions. Quelques produits de micronutrition, on ajoute parfois quelques produits pour augmenter, si vous voulez, quelques minéraux dans des produits. Pour le cas de l'huile, c'est l'oméga 3, vitamine D et vitamine A, D et E. A, D et E. Donc on essaie d'enrichir ces produits, ces aliments, en quelques vitamines et des minéraux. Alors, je vous donne seulement la carence en fer, combien ça coûte. Alors, la carence en fer au Maroc. La carence en fer, elle seule engendre un manque à gagner d'environ 2 milliards de dirhams par année. 2 milliards de dirhams par année. La carence en iode occasionnelle est une perte évaluée à 1,48, soit 3,7 milliards de dirhams en 1993. Donc, ce qui vaut presque ces deux maladies à 5%. Le projet GAIN, normalement, c'est un projet, l'OMS, vous connaissez l'OMS? Oui, Mondial de la santé, c'est elle qui a donné ce budget pour éliminer la carence en fer et le cas de maladies de l'iode. Donc, on a essayé soit ce logo de Siha wa Salama. Pour la farine enrichie en fer, on a essayé de mettre ce qu'on appelle la farine, mais on ajoute, ils ont obligé les minoteries de mettre D'autres compléments. un autre complément qui est le fer et quelques Vitamines. minerais, surtout les vitamines, c'est pour les huileries, A, D, E. Donc on essaie de mettre ces produits pour éliminer ce problème. Vous savez que, je sais, vous avez vos parents, ceux qui souffrent avec les carences en fer, une boîte de tartes différentes, ils coûtent vers les environs de... Hein? C'est un différent peut-être 160. Hein? 40 boîtes. Non, oui, un une boîte. différent Tarte 80, différente, ah ouais. 40. 160? Je sais. Et presque 100 dirhams. Biofer, il y a encore Biofer. Donc, ces produits coûtent cher. Ces produits coûtent cher. Donc, il vaut mieux Ils ont des pour effets. éliminer. Hein? Ils ont Oui, ils ont des effets secondaires. Ça devient jeune par la suite. Il y a même c'était des produits cancérogènes. Oui, il faut faire toujours ce qu'on appelle, il faut faire des analyses pour voir est-ce que le fer s'est stabilisé, mais il a augmenté. S'il augmente, vous aurez des problèmes. Donc, pour les huileries, on a essayé d'impliquer les fournisseurs de telle manière à ajouter 3 vitamines que je vous ai dit, A, D, E, E. A, D, E, E. Et malheureusement, D, pour nous au Maroc, c'est quelque chose qui est vraiment... Il faut manger un petit peu, se mettre à s'exposer au soleil à 5 minutes, 10 minutes. Est-ce que vous avez un autre cas pour le marketing social? La première fois qu'on a utilisé le marketing social, on l'a utilisé dans le sel iodé. Première fois. Pour éliminer une maladie qu'on appelle
Au Maroc, c'était début des années 80 qu'on a commencé à mettre. N'oubliez pas qu'au Maroc, on est un petit peu, on est avancé sur ces approches. On est parmi les meilleurs, surtout pour le marketing social. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai Oui. une question à propos de la publicité sur la CNSS. Est-ce que c'est du marketing social? Non. Ce sont des campagnes de Non. sensibilisation? Non. Je pense qu'il y a des déficits Non. concernant Je les vous ai expliqué la dernière fois comment mettre la frontière entre tout ce qui est institutionnel et tout ce qui est social. Et je vous ai dit même la dernière fois, il y a, mes étudiants, je leur dis une question. Vous vous rappelez bien, je vous ai dit, imam, le vendredi, lorsqu'il prêche le vendredi, est-ce qu'il parle au nom d'une institution Oui, ou bien au nom d'une communication sociale? au nom de l'institution. Ça dépend. Actuel. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Arrête, ça y est. Donc, ça dépend. Non, il y a le bon parle. Donc, s'il parle au nom d'une institution, il a le document du ministère des Habs. Et tous les imams, ils ont le même document. Ils parlent sur la même chose. Soit sur Eid Watani ou bien n'importe quelle chose. Donc, ils parlent au nom d'une institution. Mais lorsque ils commencent à parler sur Les mains. l'environnement, ou bien sur la planification, ou bien sur quelle maladie, ils parlent comme un communicateur dans le domaine social. Mouhidat, la même chose. Lorsqu'ils parlent sur quelque chose, ils communiquent soit sur des choses, mais ils parlent au nom de communication sociale, parce qu'ils parlent sur un phénomène qui est social. Alors, pour la CNSS. la CNSS, c'est une institution. C'est une institution. Et je pense qu'ils souffrent vraiment de déficit concernant ces caisses. Là, ils sont en train de mobiliser les gens pour qu'ils puissent être adhérents. C'est tout ce que moi j'ai pu comprendre de cette discussion. C'est pareil pour la cinéma aussi. Je suis pas, donc, je peux pas vous donner mon point de vue parce que je sais pas, en vrai, j'ai jamais vu ce document. À chaque fois, Si, on est dans. Vous m'excusez, je ne regarde pas ni la SNRT ni les autres. Beaucoup de spots sur la pratique. Je ne regarde pas la télévision. Vous m'excusez. En général, je ne regarde pas la télévision. En général, je ne regarde. En général, si je regarde la télévision pour regarder des documentaires, pas plus. Pas pour regarder la publicité. J'ai mes créneaux où je peux regarder, ou bien je télécharge quelque chose et je regarde. Donc Alors, on revient ici pour conclure. Normalement, si vous la théorie libérale, la communication est utilisée seulement comme un instrument, pour manipuler les gens. Au début, est utilisée pour manipuler les gens. Soit si vous voulez, la période de deuxième guerre, surtout pour le Reich, pour les Allemands, ils ont utilisé seulement pour faire la propagande, manipuler les personnes. La communication utilisée pour le développement social, c'est à partir des années 1958 qu'on a commencé à donner, si vous voulez, l'importance que la communication est un élément essentiel pour faire le développement social. L'auteur qui a, si vous voulez, eu l'idée, le premier auteur, c'est Daniel Yerman, qui avait fait des études sur les pays du Moyen-Orient. C'est un Américain qui avait fait, si vous voulez, des études sur le Moyen-Orient. Quelle est
l'impact de la communication sur des tribus traditionnelles, comme la Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Turquie, ainsi de suite. Tous ces pays-là, il a essayé. Par quel moyen? Par la moyen de la radio que vous connaissez, vous la connaissez, Voice of America. Centre américain. Elle a trouvé que la communication, vraiment, elle a un impact essentiel. Cette théorie de changement de comportement par l'intermédiaire de la communication sur un groupe, ou bien sur un public, ou bien sur un peuple, elles ont essayé d'étudier aux États-Unis, surtout par l'intermédiaire d'un autre auteur qu'on appelle Everett Roger, celui de la théorie diffusionniste, qui a essayé de voir quel impact réel sur les fermiers aux États-Unis de la communication. Il a montré que dans son ouvrage Diffusion of Innovation, il a montré comme quoi la communication peut jouer un rôle essentiel sur le changement de comportement. Et merci. Donc, je vais essayer de vous envoyer. Alors, celui-là, si vous avez une clé USB, je peux vous le donner maintenant. Une clé USB, je vous le donne maintenant. Pour le deuxième sur la gouvernance électronique, je ne l'ai pas encore terminé. Ça y est.